Camarades, tout est en mouvement. En ce moment même, nous voyageons autour du Soleil à une vitesse de plus de 100 000 km/h, en même temps que la Terre tourne autour d'elle-même à une vitesse de 1200 km/h. La lumière dans la pièce voyage à 300 000 km/h par seconde, 300 000 km par seconde. Et pendant que vous êtes assis confortablement sur votre chaise, des milliards et des milliards de particules qui constituent votre chaise sont en mouvement hyper rapide et constant. Tout est en constant changement. Sous la surface tranquille, en apparence tranquille, stable des choses, tout bouge. Je serais même heureux d'apprendre que depuis le début de l'école marxiste vendredi soir, environ 16 milliards d'étoiles seraient nées dans l'univers observable. Environ 600 000 personnes seraient nées sur la Terre et 200 000 seraient mortes. La dette publique mondiale a augmenté de 36 milliards de dollars. Donald Trump a posté environ 100 nouveaux mots sur Truth Social en majuscules. Mais le plus important, c'est que depuis vendredi, on a vendu 892 livres et livrets à l'école marxiste. Le changement, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de simple à comprendre. Le changement, ça fait peur parfois. Ça peut être synonyme de chaos, d'instabilité, de perte de contrôle. Il y a des gens qui refusent le changement, qui paniquent devant le changement, qui s'accrochent au passé. On en a discuté un peu toute la fin de semaine. Les réformistes, en fait, en sont un exemple, qui défendent des idées qui ont fait leur temps, des idées qui sont incapables de répondre à la crise organique du capitalisme. Mais ils continuent de s'accrocher à un passé révolu. Mais comme nous a dit notre cher Mark Carney au sommet de Davos, la nostalgie n'est pas une stratégie. Mais parlons sérieusement. Cette présentation ce matin, c'est sur la dialectique, c'est sur la philosophie. Pourquoi parler de philosophie à cette école? Alors que la planète brûle, que le monde est en chaos, qu'il semble y avoir une urgence de faire quelque chose, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va philosopher, on va parler de comment le monde change. La dialectique, la science de la révolution, c'est quoi le rapport avec la révolution? On aurait pu dire la même chose à Lénine en 1914, au commencement de la Première Guerre mondiale, en fait, quand il a entrepris une étude détaillée et approfondie de l'œuvre philosophique de Hegel. Mais Lénine, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le temps de papoter, il faut agir. Mais justement, la situation était en train de changer brutalement. La guerre avait fait ressortir toutes les contradictions du capitalisme et était en train d'avoir un impact énorme sur la conscience des travailleurs. Et par-dessus tout, la guerre avait exposé la faillite de la Deuxième Internationale, alors que les dirigeants de presque tous les partis qui étaient affiliés ont trahi les aspirations de la classe ouvrière mondiale en choisissant de soutenir le vote pour les crédits de guerre, c'est-à-dire de soutenir la bourgeoisie de leur pays dans la guerre impérialiste. Et dans ce contexte-là, Lénine voyait la nécessité de revoir les perspectives politiques pour orienter correctement les révolutionnaires, orienter les bolcheviks face à la nouvelle situation. C'est pour ça qu'il choisit de se plonger dans la théorie, dans la philosophie. Et l'histoire va montrer, en fait, que la clairvoyance politique de Lénine va jouer un rôle central pour orienter les forces révolutionnaires et éventuellement mener les masses à la victoire. Il avait compris que la théorie est fondamentale pour l'action révolutionnaire et que c'est seulement grâce à une compréhension objective, scientifique du monde qu'on peut le changer. J'ai mentionné Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand du 18e, 19e siècle qui a magistralement développé la méthode dialectique. Hegel a déjà dit que la liberté, c'est la connaissance de la nécessité. C'est une idée qui est extrêmement profonde, qui renvoie au fait que c'est par la compréhension des lois objectives du monde, de la nature, de la société, qu'on est en mesure de maîtriser ces lois et de les tourner à notre avantage. Et c'est comme ça qu'on peut subjectivement façonner le monde à notre volonté. Lénine avait bien compris ça. Trotsky aussi avait compris que la connaissance des lois et des principes généraux, c'était la clé pour l'action politique libre. Dans son autobiographie, Ma vie, il dit « Par-delà les faits, je cherchais des lois. Cela me conduisit, bien entendu, plus d'une fois à des généralisations hâtives, surtout en mes jeunes années, lorsque me manquait une suffisante connaissance des livres et de l'expérience de la vie. Mais dans tous les domaines, sans exception, je ne me sentais capable de me mouvoir et d'agir qu'à condition de posséder le filon du général. Le filon du général, c'est le filon de la science, de la théorie, de la philosophie. Mais peut-être vous vous dites, comprendre le monde pour le transformer, hein?
Mais voyons, on m'explique dans mes cours à l'université qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il n'y a pas de vérité objective, que tout est une question de perspective, qu'ultimement rien n'est vrai, que la science, c'est seulement un discours. Vous connaissez sûrement ça, c'est le discours du postmodernisme. Un discours très réactionnaire qui s'est pleinement incrusté, pas seulement dans les universités, mais partout dans la société. C'est très ironique parce que la science, en fait, a sûrement jamais autant fait partie de nos vies qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a encore des professeurs grassement payés nous dire toutes ces belles conneries. La science est partout et sa vérité est prouvée à chaque fois qu'on ouvre les lumières, qu'on parle dans un micro, et même quand vous passez des heures à scroller sur TikTok. Et d'ailleurs, ces grands penseurs postmodernes, c'est drôle parce qu'on les entend jamais parler qu'il faudrait boycotter les hôpitaux ou qu'on devrait arrêter de porter des lunettes. Non, parce qu'en réalité, comme tout le monde, ils sont absolument dépendants des progrès de la science. Revenons un peu à la question, pourquoi s'intéresser à la philosophie? On entend souvent que c'est pas important, la philosophie, qu'on n'a pas besoin de ça. On pourrait faire l'argument qu'en soi, ça, c'est déjà une philosophie, c'est une vision générale du monde. Mais c'est vrai que pour bien des choses, on n'a pas besoin d'une vision générale du monde, d'avoir une méthode d'analyse. Je pense pas que ce soir, vous allez avoir besoin de grandes réflexions philosophiques pour savoir quel restaurant vous allez choisir. Quoique, des fois, ça peut devenir corsé. On peut utiliser notre sens commun constamment au quotidien. Mais le point, c'est que si on veut comprendre les processus plus complexes, de faire des opérations plus complexes, on a besoin de théorie. Et surtout d'une méthode qui nous permet de faire des généralisations et d'approfondir notre compréhension. On a besoin de faire de la science. Mais on entend souvent un peu l'idée, ou peut-être vous l'entendez souvent, qu'on n'a pas besoin vraiment de théorie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en politique, en fait. Particulièrement dans la gauche, c'est quelque chose que j'entends. Pour commencer au PCR, vous passez autant de temps à discuter de théories abstraites, alors que ce dont les travailleurs ont besoin, c'est de l'action pratique, concrète, immédiate. Je vais essayer de faire une petite expérience de pensée. Imaginez que vous êtes sur une table d'opération et que votre docteur n'a jamais étudié la médecine. Il a peut-être regardé 3-4 tutoriels sur YouTube. En fait, vous pouvez imaginer que c'est moi qui vous opère. Ouais, c'est clair. Pas mal sûr que vous n'allez pas me laisser faire en disant « Ah, pas besoin de théorie. Ce que ça nous prend, c'est de la pratique. Let's go, Hélène, sors les scalpels. » Ça serait assez ridicule. La question, c'est pourquoi ça serait différent en politique? J'ai jamais entendu une réponse satisfaisante à ça. Et en fait, quand on se fait critiquer, qu'on passe trop de temps à parler de théorie, moi, ce que je comprends de ça, c'est que les gens qui nous reprochent ça n'ont pas de théorie claire. Il y a une tonne d'activistes qu'on peut rencontrer dans le mouvement qui se disent marxistes et qui passent leur temps à dire ce que ça nous prend, c'est de l'action concrète. Et ils sont tellement focusés sur l'immédiat que c'est comme s'ils ont constamment des œillères qui sont incapables d'élargir leurs horizons. Et c'est sans surprise que que dans leurs actions très concrètes, très pratiques, ils n'agissent pas comme des marxistes. Ils ne sont pas guidés par la théorie révolutionnaire. Parce qu'il faut se poser la question, si ce n'est pas la théorie révolutionnaire qui va nous guider, qu'est-ce qui va nous guider? Ça va être l'idéologie dominante, ça va être les idées de la classe dominante qui sont partout présentes. Et c'est ce qu'on voit avec ceux qui veulent pas parler de théorie en politique. Il y a des réformistes puis une panoplie de soi-disant marxistes, en fait, qui ont fini par complètement accepter les paramètres du système capitaliste, complètement accepter les paramètres de la classe dirigeante, de l'establishment capitaliste. Combien de soi-disant révolutionnaires aux États-Unis nous ont dit et continuent de nous dire qu'on ne peut pas travailler en dehors du bipartisme, qu'il faut absolument travailler dans le Parti démocrate, puis là, on a quasiment des calculs mathématiques pour nous expliquer pourquoi on ne peut pas en sortir, et ont accepté les paramètres du système. Combien de gens aussi nous disent qu'on ne devrait pas parler trop fort de nos idées communistes? Vous avez sûrement déjà entendu. Ouais, moi aussi, je suis communiste, mais on ne peut pas en parler avec les travailleurs. Les travailleurs ne sont pas prêts pour ça. Bien souvent, ça dénote un certain, voire un profond mépris, en fait, pour la classe ouvrière. C'est quelque chose qu'on voyait déjà à l'époque de Marx, en fait. Le lien entre le mépris pour la théorie et le mépris pour la classe ouvrière. En fait, Marx et Engels ont mené aussi une lutte contre ces militants et dirigeants soi-disant très ouvriers, tu me devances, c'est bien, qui s'opposaient obstinément à l'introduction de la théorie scientifique, qui vénéraient l'arriération, les méthodes primitives de lutte au nom de l'action pratique. En 1848, Weitling, qui est un socialiste utopiste allemand, il s'était plaint dans une réunion que les intellectuels comme Marx et Engels faisaient juste écrire sur des sujets obscurs qui n'intéressaient pas les travailleurs.
Enfin, on peut dire que lui, il était frustré parce que lui, justement, n'avait pas de théorie à contre-proposer. Qu'est-ce que Marx lui a répondu? Il a mis son poing sur la table avec colère. C'était sûrement plus crédible que moi en ce moment. Et il a dit « L'ignorance n'a jamais aidé personne. » Mais aujourd'hui, l'histoire a oublié Weitlings. Mais les idées de Marx, elles, ont résonné auprès de millions de travailleurs d'hier à aujourd'hui. Justement, parlons des idées marxistes. Pour comprendre le marxisme, on doit revenir à la base, on doit revenir à la méthode philosophique, on doit revenir à la dialectique. Dans son œuvre magistrale Anti-Düring, Engels disait que la dialectique n'est pas autre chose que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. Donc, les lois générales de la nature, de la société et de la pensée, c'est pas mal tout ce qu'on a, là. Ça l'englobe tout. Donc, on peut dire que la dialectique, c'est la pensée, la méthode qui embrasse la matière en mouvement, qui en décortique les modalités, en saisit les processus. C'est l'assise scientifique à partir de laquelle le marxisme s'élabore. J'ajouterais que c'est la seule assise théorique à partir de laquelle toute véritable connaissance du monde peut s'établir. Comme je disais, c'est d'abord Hegel qui a développé la méthode, la vision dialectique. Et malgré son intuition géniale, Hegel restait prisonnier d'une pensée idéaliste, selon laquelle le monde matériel n'est essentiellement qu'un reflet d'une idée universelle ou de Dieu, autrement dit. En fait, dans l'histoire de la philosophie, il y a une division cruciale en deux philosophies, le matérialisme et l'idéalisme. Le matérialisme affirme que la matière existe indépendamment de notre pensée et qu'elle est primordiale, tandis que l'idéalisme soutient que c'est plutôt la pensée qui détermine le monde. Marx et Engels étaient des élèves de Hegel. On dit souvent qu'ils ont remis Hegel sur ses pieds. Et en s'appuyant sur les développements de la philosophie matérialiste du passé, Marx et Engels vont donner une tournure proprement matérialiste à la dialectique de Hegel. Ils vont expliquer que nos pensées et les idées ne sont ultimement que le reflet du monde matériel et en sont leurs produits. C'est comme ça qu'ils vont développer le matérialisme dialectique, la philosophie du marxisme, qui prend comme point de départ qu'il n'existe rien d'autre dans le monde que le monde matériel et ce qui en est produit. Et qui dit matière dit aussi changement. Engels disait, le mouvement est le mode d'existence de la matière. Jamais, ni nulle part, il n'y a eu de matière sans mouvement, et ni il ne peut n'y en avoir. Donc, la dialectique, c'est la pensée de la matière en mouvement. Donc, c'est ça la dialectique. C'est beau, c'est fini. Non, mais je dis ça, mais peut-être ça ne dit pas grand-chose, en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit voyage, pour rentrer un peu plus dans la compréhension dialectique du monde. Je vous le dis d'avance, ça va être un court voyage qui va nous donner seulement un petit aperçu. Parce qu'évidemment, la dialectique, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en claquant des doigts. C'est pas comme apprendre à faire du vélo, où est-ce qu'après quelques essais, OK, on enlève les petites roues, puis là, c'est bon, t'es bon pour la vie. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est un long processus. Mais on va commencer. Et par où commencer? C'est ça la question. Donc, le marxisme commence toujours avec quoi? Avec les faits, avec une étude pointilleuse des faits. Pour vous donner une idée, pour se préparer à écrire son œuvre magistrale, L'impérialisme, statut suprême du capitalisme, Lénine a collecté plus de 800 pages de notes sur environ 150 ouvrages de référence. Donc, s'il y en a qui pensaient qu'il avait pris beaucoup de notes cette fin de semaine, imaginez la crampe de Lénine. Et on sait aussi que Marx a passé des années à collecter des milliers de pages de notes sur des centaines d'ouvrages avant d'ultimement écrire le Capital. Donc les faits, c'est fondamental. Mais avoir une montagne de faits, de données, relater tous les faits disponibles, c'est pas de la théorie. La science, c'est pas une accumulation de données particulières, mais c'est plutôt le domaine des tendances générales. Et pourquoi je mentionne ça? Je mentionne ça parce qu'il y a une espèce d'obsession qui s'est développée depuis bien avant Marx, bien avant Hegel, pour les faits, sur l'idée qu'il faut rester collé aux faits. C'est quelque chose qu'on a vu se développer avec notamment une vision très étroite de l'empirisme, une philosophie qui va devenir un pilier important de la philosophie bourgeoise. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Le marxisme est souvent présenté comme allant trop loin, qui va par-delà les faits, donc qui serait seulement de la spéculation abstraite. C'est une conception, en fait, c'est une conception qui est anti-scientifique. C'est quelque chose qu'on voit aussi véhiculé par le postmodernisme. Parce qu'en fait, la science ne se limite jamais aux faits immédiats. Parce que si c'était le cas, comment est-ce qu'on pourrait voir un lien de cause à effet entre des phénomènes? Ça n'apparaît pas dans les faits. Les lois ne s'observent pas directement. Vous connaissez l'histoire de Newton avec la pomme?
Newton n'a pas observé la gravité directement quand la pomme est tombée. Il y avait une pomme en haut, il l'a vue en bas, et là, il a fait la connexion. Faites le lien entre les deux, parce que c'est seulement en mettant en relation des phénomènes qu'on peut y abstraire les lois générales. C'est quelque chose que Hegel a brillamment expliqué, brillamment montré. Et c'est quelque chose que Marx a aussi exprimé, entre autres dans son analyse du Capital. C'est seulement en prenant en compte l'ensemble des relations sociales et économiques qu'on peut extirper l'essence de ce qu'est le capital. C'est pas pour rien que c'est beaucoup de pages. On peut dire que le capital, c'est un peu comme la gravité, en fait. C'est pas quelque chose que tu peux observer directement par les sens. Le capital ne rentrera pas dans la salle d'une minute à l'autre. Mais c'est une réalité universelle, absolument réelle, absolument concrète, et comme on le sait, qui influence toute notre vie. Un autre aspect à prendre en compte dans l'investigation scientifique, c'est que les faits ne se sélectionnent pas eux-mêmes. Le philosophe de la Grèce antique, Héraclite, qui est essentiellement, on peut dire, le premier à vraiment développer la vision dialectique de manière très rudimentaire, mais très brillante. Il a déjà dit « Les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes qui ont une âme barbare. » Barbare, à l'époque, ça signifiait essentiellement qu'ils ne parlent pas le grec. Le point, c'est que les faits sont insignifiants si on n'est pas capable de comprendre leur signification. Donc, pour mieux comprendre ça, je propose qu'on prenne un exemple. On va rester dans le domaine médical. Je connais vraiment ça parce que j'ai écouté beaucoup de saisons de Dr House, le Sherlock Holmes de la médecine. Si je vais chez le médecin, que je lui donne une liste de mes symptômes, j'ai la fièvre, j'ai mal au dos, j'ai des frissons, etc., qu'est-ce que va faire le médecin? Peut-être que les médecins et les infirmières dans la salle le savent. En fait, Daniel doit savoir. Peut-être qu'il est déjà en train de faire des hypothèses, donc il se pose des questions. Fait combien de temps les symptômes? À quoi ressemble l'urine? Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux? On va sûrement faire des tests pour confirmer ou exclure certains diagnostics. On va chercher des nouveaux faits, puis on va chercher à exclure des faits qui ne sont pas pertinents. Donc, le médecin questionne les faits, puis il va sélectionner ceux qui sont pertinents pour poser son diagnostic, pour ensuite bien guérir le patient. Je pense que ce que cet exemple-là illustre, c'est que la connaissance, c'est toujours un processus, un travail actif. C'est un travail d'enquête. On ne fait pas juste attendre magiquement que les faits nous tombent d'en face. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la théorie accumulée, comme le médecin qui a de la théorie, on peut activement tester la réalité pour parvenir à une compréhension encore plus claire. Là, je vous entends déjà, mais oui, mais ça vient de où, la théorie? Ça vient de la pratique. Ça vient d'une étude rigoureuse de la pratique. Théorie et pratique, ce n'est pas des choses qui sont opposées, bien au contraire. C'est par notre compréhension générale qu'on peut appréhender les faits particuliers. Et réciproquement, c'est à partir du particulier qu'on peut appréhender les lois générales. Le processus de la connaissance, c'est d'aller du particulier au général et du général au particulier. On peut dire que c'est essentiellement ça l'essence de la dialectique. Souvent, on utilise les termes induction et déduction, mais il faut voir que ce n'est pas des processus distincts. C'est deux moments en fait, qui s'opèrent en même temps, constamment. Parce que la connaissance, c'est un processus qui n'a pas de limite. Qu'au travers d'une série d'approximations plus précises, on parvient à encore mieux connaître un phénomène. Attachez votre sucre, parce qu'on va faire un pas plus loin. Parce que non seulement la connaissance, c'est un processus, mais c'est un processus qui consiste à comprendre les choses dans leur processus. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de regarder comment les choses sont en ce moment. Il faut regarder comment elles ont été et comment elles vont nécessairement devenir. Je vais prendre un exemple. On va sortir de la médecine. Hegel puis Engels utilisaient beaucoup des métaphores, ou plutôt des analogies ou des exemples de la flore. On va prendre l'exemple de l'arbre. Qu'est-ce qu'un arbre? On ne peut pas comprendre pleinement c'est quoi un arbre sans comprendre la vie d'un arbre. Du bourgeon à la fleur, au fruit, à la graine, à la pousse, puis à l'arbre pleinement développé. On passe à travers des moments de l'arbre qui s'opposent absolument. Hegel disait, et je cite, « Le bourgeon disparaît dans l'éclosion de la fleur, et l'on pourrait dire que le bourgeon est réfuté par celle-ci. La fleur nie le bourgeon, puis le fruit vient nier la fleur. » Mais en même temps, on peut dire en fait que ce sont des moments nécessaires de la vie de l'arbre. Donc, ils ne sont pas opposés en fait, ils sont aussi unifiés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un processus constant de négation, mais en même temps, l'arbre se conserve, on peut dire, s'élève à un nouveau stade de développement. Tout ce qui existe est condamné par ses propres contradictions à périr.
et à céder sa place à de nouveaux phénomènes d'un niveau supérieur. Et pourtant, tout ce qui est en soi, qui est en ce moment, porte aussi en soi ce qui n'est plus. Il porte en soi l'ancien. C'est vrai de la nature, mais c'est aussi vrai de la société. Qu'est-ce que le capitalisme? Si on prend une photo de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, on pourrait probablement dire que le capitalisme, c'est des énormes monopoles qui dominent tout, pendant que l'énorme majorité de la population, c'est des travailleurs qui se font exploiter. C'est vrai, je pense pas que personne ne va contredire ça. Mais si on se contente de ça, ça voudrait dire que le capitalisme n'existait pas à l'époque de Marx. Parce qu'on n'avait pas d'énormes monopoles comme on a aujourd'hui, et la classe ouvrière n'était absolument pas majoritaire dans tous les pays, sauf peut-être l'Angleterre. Je pense que ce que ça montre, c'est qu'on peut pas simplement prendre une photo. Il faut voir le film au complet. Il faut voir le développement historique pour comprendre n'importe quel phénomène. Et quand on regarde le film du capitalisme, je pense pas que c'est un très bon film, peut-être 4 sur 10 sur IMDb, quelque chose comme ça. On peut voir, par exemple, que le libre marché, par son mouvement propre, s'est éventuellement transformé en son contraire, en la domination des monopoles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Marx et Engels ont été capables d'anticiper. Je présume qu'avec la quantité de gens qu'on a ici, il y a sûrement des camarades qui ont récemment lu le manifeste du Parti communiste. Sinon, relisez-le. On devrait le lire à chaque année. Je pense que c'est une perle, en fait. C'est un document assez important, assez dense même. Et parce que c'est absolument fascinant que voir qu'en 1848, Marx et Engels écrivaient sur une réalité qui était encore uniquement embryonnaire. Ils parlaient, par exemple, déjà de tout le processus de concentration du capital. Et des fois, on peut se dire, à bien des égards, on dirait qu'ils parlaient plus de ce à quoi ressemble le capitalisme aujourd'hui qu'à leur époque. Et ça, c'est parce qu'ils observaient les phénomènes dans leur processus. C'est comme ça qu'ils ont pu voir les grandes tendances qui se dessinaient, voir comment les choses étaient en train d'évoluer. Tout ceci, ça m'amène à un point important, que quand on comprend les tendances générales, quand on comprend les choses dans leur processus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des prédictions. Évidemment, vous allez me dire que c'est pas mal plus difficile de faire des prédictions sur la société que, par exemple, déterminer la trajectoire d'un ballon. C'est quelque chose dont parlait déjà Engels dans Anti-Turing, que le marxisme, c'est une science, mais on n'a pas le même degré de précision que la science physique, par exemple. Mais encore là, même les sciences dites souvent absolues, les sciences pures, plus elles évoluent, en fait, et plus on se rend compte qu'à un certain point, ça devient plus difficile là, d'être très, très, très précis. Je sais qu'on a quand même une bonne quantité de camarades là, qui étudient en physique quantique et des domaines vraiment profonds de la science, et qui vont sûrement nous dire, ouais, à un certain point, c'est compliqué. Mais c'est vrai que les marxistes, on ne parle pas de prédiction, de prédiction, de prévision de la même manière que vont le faire d'autres sciences. On va on va parler de perspectives politiques générales. On va chercher les grandes tendances, chercher la nécessité historique qui se développe. Et c'est pourquoi discuter des perspectives politiques, perspectives mondiales et perspectives au Canada, c'est absolument crucial pour nous. C'est un peu comme notre compas pour naviguer dans la lutte des classes. Évidemment, les perspectives, ce n'est pas un dogme. On peut dire que c'est une hypothèse de travail, c'est une série d'approximations. Les perspectives peuvent être falsifiées, puis il faut les changer. Il faut les corriger quand c'est nécessaire. Il ne faut absolument pas en faire un fétiche. C'est pourquoi il faut absolument suivre l'actualité, attentivement, en discuter, revoir nos perspectives, en particulier à une époque où les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Évidemment, tout ça, ce n'est pas une tâche qui est simple. Il y a plein d'éléments à prendre en compte, il y a plein de variables. On ne peut pas tout prédire. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on reproche souvent au marxisme, de ne pas avoir pris en compte tel ou tel élément singulier. Vous l'avez peut-être souvent entendu. Marx n'a pas pris en compte X, Y, Z. Marx n'a pas pris en compte l'intelligence artificielle, n'a pas pris en compte les médias sociaux, n'a pas pris en compte la gig economy, n'a pas pris en compte Taylor Swift. Ça devient un peu ridicule, parce qu'il y a même un meme là, sur Internet. Mais je pense que derrière ça, c'est l'idée que la société est tellement compliquée, puis c'est vrai, en fait. Puis je pense qu'un peu la question derrière ça, c'est les choses sont tellement compliquées, ça se peut pas que le marxisme soit capable d'expliquer autant de choses. C'est vrai qu'on peut pas prédire chaque mouvement de chaque individu. Peut-être que Daniel et moi, on va se mettre à danser la salsa dans quelques minutes, ou peut-être pas. Mais on peut arriver à des prédictions quand on regarde les choses en grande échelle. Il y a des gens dans la société qui ont compris ça.
Vous les connaissez. Luigi Mangione les connaît. Comment pensez-vous que les compagnies d'assurance font leur argent? Ils ne peuvent pas déterminer exactement ce qu'on va faire à chaque instant. Ils ne peuvent pas prédire exactement l'heure de notre mort. Mais sur une très large population, on peut prédire combien d'accidents d'auto on va avoir l'année prochaine. Combien de gens vont naître et mourir avec une assez bonne précision. Il y a plein d'exemples dans la société et la nature de phénomènes très complexes qu'on peut déterminer. Même les choses les plus complexes, qui semblent les plus chaotiques, peuvent être comprises. Une particule de gaz qu'on prend isolément voyage de manière complètement imprévisible. Mais on peut prévoir en fait le mouvement d'une grande quantité de particules de gaz ensemble. Il y a un nom en science pour ça, on parle de phénomène émergent. C'est un nouveau phénomène qui, à un certain point, acquiert des nouvelles propriétés dont on peut étudier les lois. Dans le jargon dialectique, on appelle ça la relation entre la quantité et la qualité. C'est l'idée que les changements dans la matière n'évoluent pas de manière purement graduelle. Oui, bien souvent, les choses évoluent de manière très calme, graduelle. Il y a des petites variations quantitatives, puis on se dit, c'est pas important. Hegel parlait de la quantité comme le domaine de l'indifférence. Mais à un certain point, l'accumulation quantitative devient importante et une simple goutte fait déborder le vase. On peut prendre un exemple. Pensez au sable qui s'écoule dans un sablier. Le sable s'accumule grain par grain. C'est très graduel. On se dit, un grain de plus, un grain de moins, c'est pas important. C'est vrai. Mais éventuellement, le tas de sable grandit. Il atteint un point où il devient tellement instable, en fait, qu'un seul grain peut provoquer un effondrement en une avalanche. La quantité est devenue qualité. Et on peut étudier cette nouvelle qualité. On peut comprendre les lois qui gouvernent les avalanches. Et la qualité peut aussi se transformer en quantité. En ce moment, on est tous réunis pour s'éduquer. On construit qualitativement les forces communistes. On se construit politiquement pour être mieux capable ensuite d'aller dans le mouvement, d'aller convaincre d'autres travailleurs, d'autres jeunes au communisme. Et avoir, je pense, le niveau de discussion cette fin de semaine, le sérieux des camarades, moi, je suis très convaincue qu'on va transformer cette qualité en quantité. Cette relation entre la quantité et la qualité, c'est quelque chose qui est très, très profond, en fait, puis qui n'est pas souvent compris, pas vraiment compris, en fait. Je dirais, surtout en politique, en fait. Souvent, la qualité est confondue pour la quantité et vice-versa. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voient des sauts qualitatifs partout, constamment dans la société. Tout est toujours nouveau. Chaque année, et là, je pense, j'exagère à peine, je pense qu'à chaque année, j'entends un nouveau mot que je ne connaissais pas, qui est utilisé pour décrire, soi-disant, la nouvelle réalité dans laquelle on serait entré. L'année passée, le mot, c'était techno-féodalisme. On aurait dépassé le capitalisme ou rentré dans un nouveau truc. Et j'allais dire, j'attends le prochain mot pour cette année, mais j'ai fait quelques recherches avant la présentation. J'ai trouvé des mots comme carbofascisme, capitalocène, pétromasculinité. Et là, je n'invente rien. Je vous dis, je n'ai pas assez d'imagination pour inventer ça. J'ai trouvé un titre d'une conférence qui avait lieu l'année passée en Europe, je crois, une conférence de gauche. Préparez-vous. Gouvernementabilité, algorithmique et bro-ligarchie. J'ai pas fini. Plateformisation, techno-féodalisme et hypnocratie. Demandez-moi pas de quoi ça parle, j'ai rien compris. C'est toujours très obscur et aussi très alarmiste. Il y a des buzzwords. Mais c'est comme s'il y avait constamment des sauts qualitatifs dans la société. Et est-ce que ça nous permet de comprendre mieux la réalité? Je dirais que c'est exactement le contraire. Parce que le portrait que ça nous donne, c'est une société où il y a juste des changements qualitatifs, il y a juste des moments de rupture les uns avec les autres. C'est comme si tout était un pur chaos. Mais pour comprendre des moments de rupture, il faut qu'il y ait de la continuité. Les deux vont ensemble. Pas juste dans notre tête, mais dans la réalité aussi. C'est à travers la continuité qu'il y a de la rupture. C'est par l'identité qu'il y a de la différence. Dans l'exemple du sablier de tantôt, la seule façon par laquelle un grain de sable peut provoquer une avalanche et amener une différence, c'est parce qu'il y a une accumulation continue de sable et stable de sable. Autrement, si on n'a pas ça, rien n'a de sens. Puis c'est assez difficile de comprendre quelque chose si on ne comprend pas ça. Je pense, puis justement, ce genre de raisonnement, de toujours voir du nouveau constamment sous le capitalisme, ou par-delà le capitalisme, je pense que c'est un réflexe d'incompréhension.
Si on regarde le capitalisme dans son histoire, oui, le système a beaucoup changé. Oui, il y a beaucoup de nouveautés, c'est sûr. Mais dans son fondement, c'est le même système depuis l'époque de Marx. Le même système basé sur l'exploitation des travailleurs pour le profit des patrons. Oui, il y a des nouveaux phénomènes, mais ils ne viennent pas nier la réalité profonde. Et je pense que c'est seulement parce qu'on comprend cette continuité on peut aussi comprendre comment lutter contre le système capitaliste. Pourquoi? Parce qu'on peut voir le fil continu de la lutte des classes. On peut voir comment la classe ouvrière, c'est la classe révolutionnaire qui a un intérêt à renverser le capitalisme. Puis quand on regarde l'histoire, on peut voir que la classe ouvrière n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui et qu'en général, elle ne fait que se remettre en marche ou se mettre en marche dans la plupart des pays. Puis à l'inverse, quand on voit plein de gauchistes surtout nous dire « Ah, la réalité n'a plus rien à voir avec ce que Marx écrivait », ou bien que le monde est complètement nouveau depuis Donald Trump et qu'il faut s'alarmer, et qui élabore plein de théories pour expliquer ce monde nouveau. Si on regarde concrètement, ils n'ont aucune perspective de lutte. Ils parlent comme si la classe ouvrière avait aucun rôle à jouer en ce moment. Ils ne voient absolument pas le fil continu de la lutte des classes. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas quoi faire. Puis, conséquemment, ils sont désespérés, et on doit dire, non seulement désespérés, mais ils sont complètement paralysés. Ça, c'était l'exemple de la quantité confondue pour... devant toujours des sauts qualitatifs, mais on a aussi la quantité qui est confondue pour la qualité en politique. Il y a des sauts qualitatifs qui sont perçus comme des simples petits changements quantitatifs. Je mentionnais au début les réformistes qui restent attachés à un passé révolu, qui veulent essentiellement pas faire face à la réalité du capitalisme en crise. Mais la réalité, c'est que l'âge d'or du capitalisme est terminé. L'époque du boom d'après-guerre, des 30 glorieuses, est terminée. Il ne reviendra pas. Ça fait des décennies que la situation s'aggrave, toujours plus pour la classe ouvrière. Aujourd'hui, la situation devient tellement extrême. La situation, elle est qualitativement différente de l'âge d'or. Regardez comment agissent les dirigeants syndicaux ici. Ils vivent, quand on les écoute parler, quand on regarde aussi ce qu'ils font, ils vivent dans l'illusion qu'on peut gentiment demander au gouvernement et au patronat de faire des concessions pour les travailleurs. Ils refusent, des fois inconsciemment ou consciemment, de voir que le système ne peut plus se permettre d'offrir des vraies réformes soutenables. Et ils ne veulent pas voir que la seule façon pour le mouvement ouvrier de faire des gains, c'est d'entrer dans une guerre contre la classe capitaliste et le système qu'ils défendent. Et par conséquent, ils finissent par agir comme un frein important sur le mouvement inévitable des masses de travailleurs. C'est des agents paralyseurs. Et donc là, on se retrouve avec un beau portrait de la gauche et de la direction du mouvement ouvrier aujourd'hui, je pense. On a la paralysie d'un côté et la paralysation de l'autre. Je pense que ce que la gauche, les réformistes nous montrent aujourd'hui, c'est vraiment l'antithèse d'une pensée dialectique, d'une pensée qui pense le changement et peut ainsi proposer une direction pour changer les choses. Quand on regarde aujourd'hui dans la société, il y a une énorme contradiction, une énorme colère contre le système, contre ses politiciens, contre ses institutions. Mais on a vu dans les dernières années un vide politique incroyable à la gauche, sans aucune vraie solution de rechange proposée aux travailleurs. Alors, on a des gens qui se tournent vers la droite populiste. La droite nous dit, ouais, nous, on a des solutions. Nous, on est vraiment anti-establishment. Évidemment, c'est de la bullshit, mais c'est ça qu'ils présentent. Puis après, on voit plein de gauchistes se plaindre que les travailleurs sont tous réactionnaires, ils sont racistes, ils votent pour Trump. Et ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer. La lutte des classes, c'est pas une question simplement de gauche ou de droite. On peut pas être formaliste puis avoir une pensée avec des catégories figées. Ça, je pense que c'est un point important. C'est quoi le formalisme? On appelle souvent la pensée formelle ou la logique formelle. Pour résumer simplement, on peut dire que c'est l'idée que chaque chose est égale à elle-même. C'est une pensée qui n'accepte pas la contradiction. Les travailleurs votent pour Trump, donc ils doivent être réactionnaires. Il n'y a rien à faire. Mais la contradiction est partout autour de nous. En fait, si c'était vrai que les travailleurs américains sont tous réactionnaires et qu'il n'y avait rien à faire, comment on pourrait expliquer le phénomène Mamdani? La plus grosse ville aux États-Unis, élection d'un socialiste autoproclamé. Comment on pourrait expliquer l'énorme impopularité de Trump et surtout le soulèvement à Minneapolis? Tout ça, c'est contradictoire. La réalité est contradictoire. Le mouvement, c'est une contradiction. Se mouvoir, c'est être à un endroit et déjà ne plus y être. Et quand on sort de la pensée formelle,
qu'on regarde la situation politique et sociale dans toutes ses contradictions, mais on voit qu'on est loin de la fatalité. On peut même se demander, imaginez s'il y avait une vraie solution de rechange, une solution de rechange à la droite populiste. Les choses seraient différentes. Mais avec ça, on peut aller encore plus loin, puis se permettre de penser, en fait, c'est quoi les idées que nous, communistes, on peut défendre dans le mouvement en ce moment. Ça nous amène à voir aussi ce qui manque pour la classe ouvrière. Ce qui manque pour la classe ouvrière, c'est une direction révolutionnaire. On voit ce qui est en potentiel et ce qu'on peut et qu'est-ce qui peut être actualisé éventuellement. On voit c'est quoi notre rôle à nous, marxistes, dans tout ça. C'est de construire cette direction-là. Si vous voyez ce qui se passe, la dialectique, ça nous amène sur le terrain de l'action politique, ça nous amène sur le terrain de l'action révolutionnaire. Mais quand on parle de révolution, beaucoup de cynisme, beaucoup de pessimisme, de moins en moins, je dirais, quand même, mais il en reste encore. Ben voyons, les travailleurs ne sont pas révolutionnaires. Les travailleurs, ils aiment leur petit confort, ils préfèrent endurer la situation, ils ne veulent pas de changement. Il y a certainement quelque chose de vrai là-dedans. Mais pas seulement pour les travailleurs, mais pour toute l'humanité. C'est vrai que l'humain n'aime pas le changement. Trotsky a déjà dit que l'homme est un animal plutôt paresseux. Mais il disait que c'est une qualité. Il disait que c'est sur la paresse que repose le progrès humain. Il disait, et je cite, que si l'homme ne cherchait pas à obtenir la plus grande quantité possible de biens en échange d'une petite quantité d'énergie, il n'y aurait pas eu de développement de la technique ni de culture sociale. Pensez-y, on n'aurait jamais inventé la roue si ce n'était pas du besoin de se déplacer avec moins d'efforts. Je pense qu'on peut dire qu'en général, la pensée humaine est conservatrice. La plupart des gens ne veulent pas de révolution. Ils veulent une vie tranquille, sans tracas. Et je dis « ils », mais je m'inclus là-dedans, on s'entend. On va avoir un toit, un revenu stable, pouvoir s'occuper de nos proches, de notre famille. C'est complètement normal, sain et rationnel. Et même quand les temps sont plus difficiles, même quand les conditions de vie se dégradent, c'est très rationnel de se dire « OK, on va se serrer la ceinture. On va trouver des petites solutions pour améliorer notre quotidien. » Ça prend un certain brin de folie pour se dire « OK, non à la vie tranquille, on va tout renverser, let's go, on fait une révolution. » Mais éventuellement, à un certain point, quand les conditions deviennent très difficiles, les travailleurs se rendent compte qu'il y a des gens au sommet qui, eux, font pas leur part. Ils en demandent toujours plus aux travailleurs, nous enfoncent toujours plus dans la misère. À un certain point, la nécessité pousse des masses de gens ordinaires à sortir dans la rue et dire « assez, c'est assez ». La même conscience conservatrice du départ se transforme en son opposé, se transforme en une conscience, une rage, une colère révolutionnaire. La conscience a un potentiel révolutionnaire précisément parce qu'elle est conservatrice. Et dialectiquement, les choses se transforment tôt ou tard en leur opposé. Et ce changement-là peut arriver en claquant des doigts, ou presque. C'est quelque chose qu'on voit dans chaque grève, dans chaque mouvement. Les travailleurs sont maintenus normalement passifs. À un moment donné, quand ça devient insoutenable par nécessité, ils deviennent actifs. Et parce qu'ils sont collectivement en mouvement, ils ressentent leur force, leur puissance d'agir et ils brisent leur chaîne. Marx comparait la révolution sociale à une vieille taupe, creusant sans relâche sous terre, invisible pendant des longues périodes, mais sapant progressivement l'ancien ordre pour éventuellement émerger à la lumière et sortir, en fait, dans un renversement soudain. En ce moment, il y a énormément de mouvements sur la surface des choses. Je pourrais faire une liste d'épiceries. La crise climatique, le génocide à Gaza, les attaques de ICE, les conditions de vie qui se dégradent, la crise du logement. Il y a de la frustration et de la colère qui s'accumulent. C'est ce que Trotsky appelait le processus moléculaire de la révolution. Mais si on ne comprend pas ce processus dialectique, si on reste attaché à l'idée que tout évolue lentement, graduellement, c'est sûr qu'on va devenir pessimiste, cynique et paralysé. Vous et moi ici, si on perd cette vision-là, on va tomber dans le pessimisme. Et ça, c'est un rempart à l'action révolutionnaire. C'est pour ça que la philosophie, c'est si important pour nous. Ça nous permet de garder les idées claires et d'apprendre à voir les choses sous l'apparence. Et par-dessus tout, la théorie, pour nous, c'est vraiment notre guide pour l'action révolutionnaire. Et je pense qu'on peut prendre un exemple clair de ça, la révolution russe de 1917. En février 1917, les masses de travailleurs russes, avec la paysannerie, se sont mises en marche, ils ont renversé le tsar, ils ont établi les soviets, leurs organes de pouvoir. Mais ils n'avaient pas encore renversé pleinement le pouvoir de la bourgeoisie.
Les travailleurs ne se rendraient pas compte qu'ils devaient mener la révolution jusqu'au bout et prendre pleinement le pouvoir économique et étatique dans leurs mains. Puis en général, on peut dire que le processus révolutionnaire, c'est précisément cette prise de conscience des travailleurs. La prise de conscience de leurs intérêts de classe, de leur vraie puissance en tant que classe et du besoin de prendre pleinement le pouvoir. C'est un processus qu'on voit dans chaque révolution. Et souvent, la plupart du temps, ça n'aboutit pas jusqu'au bout. Mais en Russie, ça a atteint ses buts. Les masses ont bel et bien pris le pouvoir économique de la société. Pourquoi? C'est dû en grande partie au rôle du parti bolchevique, du parti révolutionnaire. Le parti qui a pu assister, guider les masses dans cette prise de conscience. En particulier, Lénine et Trotsky comprenaient vers où allait le processus révolutionnaire, parce qu'ils comprenaient les lois de la lutte des classes, les lois de la Révolution. Ils pouvaient guider, aider la classe ouvrière à parvenir aux bonnes conclusions politiques et surtout y parvenir plus rapidement. Donc, après la Révolution de février, ils vont continuer d'expliquer que tant que la classe capitaliste, tant que le système capitaliste et la classe capitaliste restera au pouvoir, les problèmes ne seront absolument pas résolus pour les masses de gens pauvres. Éventuellement, au travers de la lutte, les travailleurs ont fini par se rendre compte que les bolcheviks avaient raison. Ça va amener à la deuxième phase de la révolution en octobre. Donc, le rôle des bolcheviks, ça a été d'accélérer le processus révolutionnaire en clarifiant les tâches et en orientant le mouvement vers la victoire. C'est ça le rôle essentiel d'une direction révolutionnaire. Et c'est vraiment pour ce moment-là, camarades, qu'on se prépare. Ce n'est pas les communistes qui font les révolutions. Ce n'est pas nous qui allons déclencher les mouvements. On se construit comme un vecteur pour permettre à la révolution de s'exprimer le plus clairement possible. Et pour ça, tout commence avec la philosophie, tout commence avec une compréhension claire du monde. Et justement, en parlant de la révolution russe, Trotsky a déjà dit, écoutez bien, l'expérience historique a montré que la plus grande révolution de l'histoire ne fut pas dirigée par le parti qui commença par les bombes, mais par le parti qui commença par le matérialisme dialectique. S'il y a une chose que vous devriez retenir de cette séance, c'est ça, je pense. C'est ça que la révolution russe nous a montré. Et je vais terminer ma présentation en soulignant une autre chose que la révolution russe nous a montré. C'est l'énorme paradoxe de la révolution. Que c'est grâce à une compréhension des lois objectives du mouvement du monde et de la société que la société a pu devenir la volonté subjective des bolcheviks et de la classe ouvrière. La révolution socialiste est très contradictoire. D'une part, on peut dire que ça peut seulement être un acte pleinement réfléchi, pleinement planifié. Ça peut seulement être un acte subjectif. Mais en même temps, cet acte conscient n'est rien d'autre que le développement de l'actualisation d'un processus objectif déjà en marche. Je pense qu'on a affaire à une idée dialectique très, très, très profonde. C'est la rencontre de l'objectif et du subjectif dans l'histoire. Et on revient à l'idée d'Hegel que je mentionnais au début. La rencontre de la nécessité et de la liberté. C'est ça, la révolution socialiste, camarades. Et c'est pour cet accomplissement pratique qu'on se prépare. Pour s'y rendre, on a l'arme de la théorie, on a la puissance de la dialectique, cette science de la révolution. Merci. Avoir une mauvaise méthode, ça mène à des sérieuses conséquences dans la pratique. Et l'état de la gauche, aujourd'hui, nous offre plein de leçons. Une des philosophies dominantes au sein de la gauche réformiste, c'est ce pragmatisme et formalisme dont les camarades parlaient. Et ça se caractérise par une vision politique extrêmement étroite et à court terme, par une volonté de trouver des solutions immédiates aux problèmes immédiats, en essayant de résoudre tel ou tel mauvais aspect du capitalisme par les moyens immédiats que le système nous offre, donc par les institutions capitalistes. Et c'est aussi ce dédain pour la théorie dont Hélène parlait, un refus de vouloir comprendre les lois qui animent notre société. Les marxistes sont appelés des utopistes, alors qu'eux, ils sont réalistes ou pragmatiques. Ces réformistes sont en fait incapables de comprendre la nécessité de renverser le capitalisme. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'actuellement, on est sous le capitalisme. Les travailleurs n'ont pas encore réussi à le renverser. Par le passé, on a pu améliorer le niveau de vie par des concessions au Parlement et par la collaboration de classe. Leur conclusion, c'est que le capitalisme ne peut pas être renversé et qu'il faut faire place à des ententes avec la bourgeoisie pour améliorer le capitalisme. Maintenant, regardons des conséquences concrètes d'une telle méthode. Au Canada, on a un super exemple, le NPD. Le NPD a formé une coalition de facto avec le gouvernement libéral détesté de Justin Trudeau pour obtenir des réformes. Et le NPD a vu son soutien se faire presque totalement balayer.
Le NPD n'a réussi à arracher aucune réforme substantielle des libéraux, seulement des miettes. Il s'est lié à l'establishment AI libéral, et AI par les travailleurs, et ils sont donc passés de 24 à 7 sièges au Parlement. Et ils ont laissé carte blanche pour la montée en flèche des conservateurs, qui ont réussi à se présenter comme le parti de l'anti-establishment. Et donc on voit que cette vision pragmatique extrêmement à court terme aussi font que les réformistes semblent incapables de tirer des leçons de leurs échecs. Le NPD n'a tiré aucune leçon de son échec. Il s'est encore lié à l'establishment récemment, en permettant de faire passer le budget d'austérité de Carney, en s'abstenant de voter, sous prétexte que les Canadiens ne veulent pas d'une autre élection. C'est surtout parce qu'ils savent que s'il y avait des nouvelles élections, ils risquent de se faire balayer le peu de sièges qu'il leur reste. Mais ils ne se posent même pas la question de pourquoi est-ce qu'ils ont été propulsés tout en bas des sondages en premier lieu. Parce que c'est précisément leur pragmatisme étroit de politiciens parlementaires, cette manière de réagir de manière immédiate aux problèmes immédiats, leur méthode de collaboration de classe, qui les ont pratiquement effacés du paysage politique et qui ont laissé la place à la montée de la droite populiste. Donc on voit les conséquences très graves d'une mauvaise méthode au sein de la gauche. Quand on a une vision du monde qui s'arrête à son siège parlementaire, on finit forcément par se ramasser. Sans théorie capable de comprendre les mécanismes contradictoires du système économique dans lequel on le vit, capable de voir les intérêts des travailleurs, capable de voir que les intérêts des travailleurs et des bourgeois sont irréconciliables, sans la dialectique, sans théorie capable de comprendre la place éphémère du capitalisme dans l'histoire et la nécessité de renverser le capitalisme, la gauche est condamnée à l'échec. Le NPD n'est pas le seul exemple. Il y a aussi Québec solidaire, qui était un parti qui se disait anticapitaliste. En voulant être pragmatique et être un parti de gouvernement, le QS n'a pas cessé de lisser son programme. Il a mis de côté son programme radical de nationalisation de certains secteurs de l'économie, parce qu'ils se sont dit « la droite est populaire, donc il faut être plus à droite pour être populaire », sans comprendre d'où vient vraiment la montée de la droite. Maintenant, QS est indifférenciable du Parti québécois et a été propulsé en 5e position des sondages. C'est pour ça que l'étude de la dialectique pour les communistes et une lutte contre le pragmatisme sont indispensables au sein de nos rangs. Il n'y a pas de place pour le dédain de la théorie au sein de notre internationale. C'est notre théorie dialectique qui justifie notre existence en tant que communistes. C'est la dialectique qui fait notre analyse cohérente du monde. Et c'est la dialectique qui fait qu'on va mener les révolutions à venir à la victoire. Merci. On nous a parlé de comment la méthode dialectique nous permet de passer de l'apparence des choses à leur essence, leur nature fondamentale. Et j'aimerais utiliser un exemple concret. C'est quoi l'essence de la classe ouvrière? Si on utilisait une méthode plutôt empiriste ou formaliste, qu'on regardait juste les faits qui sont présents ici maintenant devant nous, on ne peut pas arriver au concept de classe ouvrière. On verrait juste des individus, tous différents, avec des métiers différents. Ou bien sinon, on pourrait classer les gens comme on fait dans les statistiques officielles. Classe pauvre, classe moyenne, classe riche, ce qui est une méthode très utile pour la classe dirigeante. Ça brise la solidarité entre, par exemple, les travailleurs au salaire minimum puis ceux qui font un salaire décent. Mais si on regarde les choses de manière scientifique, on voit que les salariés, peu importe leur revenu ou leur métier, ils partagent une relation commune aux grands moyens de production. Les machines, les entreprises, les grandes terres agricoles. Donc les travailleurs ne possèdent pas les moyens de production, mais ils les actionnent pour produire les moyens de subsistance. Puis j'inclus aussi les infirmières, les enseignantes, sans qui on ne produirait pas grand-chose. Donc pourquoi choisir la relation des individus aux moyens de production? Est-ce que c'est pas arbitraire comme choix? Donc sans les moyens de production et les travailleurs, on n'aurait pas de bouffe, pas de logement, pas de vêtements, il n'y aurait pas de société. Puis pour nous, travailler, se préparer pour aller au travail, puis se reposer en revenant pour retourner travailler, c'est genre la majorité de notre existence. Cette relation aux moyens de production, elle est fondamentale. Et c'est comme ça qu'on s'élève de l'apparence des choses à leur essence, qu'on s'approche de c'est quoi l'essence de la classe ouvrière. Mais c'est pas seulement une relation individuelle aux moyens de production. Les travailleurs, il faut qu'ils travaillent collectivement pour produire, ce qui nous amène à nous serrer les coudes, à être solidaires les uns des autres. Donc, l'essence de la classe ouvrière implique l'interconnexion entre les travailleurs. C'est seulement en apparence qu'on est isolé. La classe ouvrière se définit aussi par sa relation à la classe capitaliste, qui possède les moyens de production. Donc, les travailleurs, ils reçoivent le salaire des capitalistes pour survivre, mais en même temps, ils se font exploiter par les capitalistes et ils donnent aux capitalistes les profits qui font qu'ils se maintiennent comme des capitalistes. Donc, c'est deux classes qui s'engendrent mutuellement et ils s'opposent en même temps.
Et cette contradiction est dans leur essence. Et pour comprendre l'essence d'un phénomène, on ne peut pas le regarder comme figé dans le temps. Il faut le regarder comme un processus historique en évolution, avec un début, un développement et une fin. C'est comme Hélène a dit, là, pour passer de l'apparence à l'essence, c'est comme passer de la photo au film. Donc, dans Le Capital, Marx a expliqué que la classe ouvrière a été créée par l'expropriation massive de la paysannerie à la fin du Moyen Âge, puis par l'embauche forcée de ces gens par des marchands devenus manufacturiers. Donc, à travers une naissance douloureuse. Donc, ça, c'est le début du film, mais comment est-ce que le film termine? Donc, la mission historique de la classe ouvrière, c'est d'exproprier les expropriateurs, comme le disait Marx. Donc, son essence implique une direction. Donc, la majorité des travailleurs ne sont pas révolutionnaires. Mais dans son essence, la classe ouvrière est la classe la plus révolutionnaire qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité, puisqu'elle ne possède rien. C'est la seule classe dans l'histoire qui a la possibilité d'abolir la société de classe. Donc, elle a un intérêt fondamental à reprendre les moyens de production aux capitalistes et de les gérer collectivement et démocratiquement. Et donc, en abolissant les classes, la classe ouvrière s'auto-abolit en tant que classe. Et ça, c'est pas une possibilité abstraite. Les travailleurs peuvent complètement paralyser l'économie capitaliste à travers des grèves et des grèves générales. Donc, on voit ici que le concept, l'essence de la classe ouvrière, c'est pas quelque chose qui existe juste dans notre tête. C'est pas non plus quelque chose qui existe dans un monde des idées séparées de la matière. La classe ouvrière, elle existe objectivement, matériellement. Son essence, c'est un ensemble de processus et de relations. Évidemment, on ne peut pas toucher la classe ouvrière. Les travailleurs, oui, sont composés d'atomes, mais la classe ouvrière n'est pas composée d'atomes. Et pourtant, elle existe objectivement. Les méthodes empiristes et formalistes ne peuvent pas comprendre ça. Mais avec la dialectique, on peut s'élever de l'apparence des choses vers leur essence. Et pour ceux qui, dans les universités, nient l'existence de la classe ouvrière, ben, ils vont être très surpris quand la classe ouvrière va se mettre en marche. Je vais essayer de... J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Premièrement, sur la question du postmodernisme. Évidemment, c'est pas une séance sur le postmodernisme, donc je pourrais pas aller dans tous les détails. La question, c'était qu'est-ce que veulent dire les philosophes postmodernes avec la notion de la fin des méta-récits, et est-ce qu'ils ont été désillusionnés du stalinisme? Oui, ils ont été désillusionnés par le stalinisme. En fait, c'est pas un hasard si les idées qui vont conduire au postmodernisme sont devenues à la mode à partir des années 70, 80, 90. On peut voir qu'elles prennent racine en réaction aux défaites d'une série de révolutions qu'on va voir dans le monde, dont les dirigeants des partis staliniens, en fait, sont en bonne partie responsables dans bien des cas. Il y a aussi le contexte qui va être aggravé par l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, les idées subjectivistes postmodernes, donc le rejet de l'objectivité scientifique, du progrès historique, évidemment, les attaques contre tout l'édifice du marxisme, vont vraiment se développer sur ce terreau fertile. On peut dire que ça représente vraiment l'abandon de la lutte des classes par bien des intellectuels, soi-disant de gauche à l'époque. Regardez, ça l'a mené à rien. La lutte des classes, tout ça, ces histoires-là, c'est tous des récits, des méta-récits. Et c'est pas un hasard, en fait, que c'est surtout en France que le postmodernisme va d'abord se développer. En mai 68, qu'est-ce qu'on a eu en France? Énorme mouvement révolutionnaire qui aurait pu renverser tout l'édifice du capitalisme en Europe. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a des intellectuels, petits bourgeois, qui n'ont pas vraiment participé à la Révolution. Comme on va le voir, on le voit à plein de reprises dans l'histoire, ils vont être les premiers à tomber dans le pessimisme quand la Révolution va s'essouffler puis mener à la défaite. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils étaient incapables de comprendre qu'est-ce qui a mené à la défaite. Ils n'étaient pas capables de comprendre que c'était la direction du PCF, du Parti communiste en France, qui a essentiellement pas pris le pouvoir, qui a refusé de prendre le pouvoir ultimement, qui a mené à la défaite. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils ont rejeté tout l'édifice du marxisme, tout ce méta-récit. Et je pense que le postmodernisme, c'est une philosophie qui est basée sur une incompréhension profonde. Je pense qu'à la base, ça vient d'un réflexe de l'intelligentsia petite bourgeoise qui veut imposer sa propre incompréhension individuelle, subjective sur le monde.
On peut dire que c'est un peu une théorisation de l'incompréhension, une glorification de l'arriération, du mysticisme même. Je pense ultimement, c'est un peu l'idée de on comprend rien, puis on veut s'assurer que personne d'autre comprenne. On pourrait en parler longtemps, mais évidemment, le temps file. La question de la clarification sur le rapport entre objectif et subjectif. J'ai un peu effleuré la surface de cette question-là. Peut-être pour approfondir un peu ça, on avait une séance hier sur le socialisme utopique et le socialisme scientifique. Et je pense que l'apport du marxisme, de Marx et Engels, c'est d'avoir montré que le socialisme, c'est pas juste une bonne idée dans les airs. C'est par leur étude du capitalisme qu'ils ont vu le potentiel au sein du capitalisme même de dépasser le capitalisme. Ils ont vu que la marche même du capitalisme créait les conditions pour son propre dépassement. Elle nous amenait vers son propre dépassement. Et donc ça, c'est un processus objectif qu'ils ont observé. Mais en même temps, un point qui est vraiment important, c'est que le capitalisme, que cette marche de l'histoire-là, ça ne veut pas dire que le capitalisme va se renverser de lui-même magiquement. Non, le capitalisme va continuer à surmonter ses contradictions et il n'y aura pas de crise finale du capitalisme demain matin. En même temps, le capitalisme crée ses propres fossoyeurs, la classe ouvrière. On peut dire que c'est là le rôle subjectif de la classe ouvrière, de renverser le système, de poursuivre cette marche objective du système. Et on dit souvent que ce qui manque dans les mouvements révolutionnaires, c'est le facteur subjectif, c'est la direction révolutionnaire. Que c'est pas la volonté des masses qui manque dans les mouvements révolutionnaires, c'est la direction. On peut dire par rapport à ça, le mouvement des travailleurs, le mouvement de la classe ouvrière, c'est une donnée objective par rapport à la direction révolutionnaire. Mais je pense que objectif et subjectif, c'est pas des catégories figées, séparées. Comme la plupart des choses, relatif, absolu, c'est pas des catégories qui sont figées, isolées. Objectif, subjectif, c'est une unité dialectique. Ce qui est objectif dans un contexte va devenir une donnée subjective dans un autre contexte. On peut dire que par rapport à la tâche historique de renverser le capitalisme, la classe ouvrière, c'est l'agent subjectif. C'est l'acteur qui va venir façonner la réalité objective. Mais pour les communistes, pour le parti, pour nous, on peut dire que la classe ouvrière, c'est une donnée objective. Sa conscience, son mood, c'est des données objectives devant nous. Et c'est à nous, subjectivement, de conjuguer avec l'état objectif du mouvement. Pour connecter avec le point de Josh sur le sectarisme, on ne peut pas juste imposer notre volonté subjective au mouvement comme ça. Elle ne va pas nous suivre, la classe ouvrière, en claquant des doigts. Il faut, je pense, la tâche des révolutionnaires, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut changer immédiatement et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer maintenant, mais qu'on peut changer plus tard. Je pense que pour moi, ça connecte avec l'intervention du camarade Louis sur le QS et le NPD. On voit un peu les mêmes réflexes ici. Récemment, la direction du NPD a sorti un rapport, en fait, une grosse étude sur essentiellement pourquoi ils ont complètement échoué aux dernières élections. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, vraiment très similaire au rapport qu'avait sorti la direction de Québec solidaire juste après la défaite de 2022. D'une part, ils n'ont vraiment aucune idée, je pense, pourquoi ils ont perdu. Mais s'ils ont une idée de pourquoi ils ont perdu, c'est assez simple. C'est la faute à tout le monde sauf eux. C'est vraiment... Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent, c'est la fatalité qui s'abat sur la gauche, qui s'abat sur les réformistes. C'est de la faute au contexte. Le contexte n'est pas bon. C'est la faute parce que c'est la droite qui monte. C'est ça le problème. C'est la faute aux médias sociaux. C'est la faute à tout le monde. C'est surtout la faute subjective à la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Bullshit. Et le point est vraiment essentiel. C'est pas les conditions objectives le problème. Je pense que Louis l'a bien expliqué. C'est la faute subjective à la direction réformiste. Donc, on va ici confondre subjectif, objectif. On voit où ce que ça nous mène. Ça nous mène à trouver des excuses pour sa propre faiblesse, pour sa propre action ou inaction. Je pense qu'il y a une leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut faire vraiment attention à nous ici, de ne pas tomber dans cette pensée-là. Je vais terminer avec la question sur comment, en fait, est-ce qu'on peut trouver, je pense, comment on peut trouver à quoi ressemble un processus dialectique de pensée? Je ne sais pas si je le traduis bien. Je pense que la réponse, c'est non, je peux pas vous donner ça. C'est justement ça le point, en fait. Il n'y a pas de recette pour la pensée dialectique. Chercher une recette à la pensée dialectique, c'est chercher à formaliser la dialectique.
c'est à chercher à enlever la dialectique de la dialectique. J'avais un prof, j'ai pris un cours sur Hegel à l'université. J'ai encore des mauvais souvenirs. Le professeur nous expliquait Hegel, en fait, c'est comme si on était dans un cours de logique formelle. C'était incompréhensible, en fait. Il nous disait que c'était... Il nous montrait des formules de logique, puis il disait « Ah, Hegel, c'est juste un petit peu plus dynamique que ce que Aristote présentait. » Puis, essentiellement, il avait rien compris, mais aussi plus largement, je pense qu'il y a toujours ce réflexe d'essayer d'encadrer, de ramener la dialectique à quelque chose de simple, codifié, qu'on peut comprendre. Mais je pense que Josh a mentionné un peu c'est quoi le processus de la pensée. La pensée, c'est quelque chose de vivant qui se vit dans la pratique. Puis je pense que l'apprentissage de la pensée dialectique, pour nous, communistes, c'est un processus que chacun doit vivre pour soi-même. Je mentionnais au début de ma présentation que c'est pas comme faire du vélo. C'est pas quelque chose qu'on apprend une fois puis qu'on garde pratiquement par instinct. Parce que c'est précisément sortir du sens commun, c'est sortir de la pensée pragmatique. C'est aller par-delà les réflexes que nous inculte l'idéologie bourgeoise, qu'on se fait inculter un peu partout aussi dans la société. On peut discuter longtemps de la supériorité de la pensée dialectique sur la pensée formelle, etc., etc. On peut parler de son importance pour la pensée révolutionnaire. Mais tout ça, ça reste inutile si on ne cherche pas à développer soi-même notre vision dialectique. On peut lire Histoire de la philosophie, on peut lire Dialectique de la nature, Raison en révolte. On peut aller dans plein de cercles de lecture, discuter avec les camarades de ces sujets. On devrait le faire, d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on a pleinement compris la dialectique? Mon professeur à l'université, il enseignait Hegel toute sa vie, puis je pense qu'il ne l'avait pas compris. Mais je pense que le point pour nous, c'est qu'on peut étudier tout ça, on peut aller dans les cercles de lecture, mais après, on ferme le livre, on prend le métro, on s'en va à la maison. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on revient à la maison? Mais là, on a le train-train de la vie, en fait, qui nous plonge dans une vision forcément très étroite, très empiriste. On est bombardé d'un chaos de nouvelles en apparence incompréhensibles. On va sur Reddit, on lit plein de commentaires de gauchistes qui nous disent que la fin du monde s'en vient ou je sais pas quoi. On se fait prendre dans le tourbillon du travail, des responsabilités, de la famille. Je pense que tout dans nos vies, en fait, nous pousse à être dans une situation passive, de peu réaction face aux événements. On dit souvent que le marxisme, c'est la longue vue de l'histoire. Mais on peut perdre rapidement cette vision globale-là, cette vision générale-là, si on ne cherche pas constamment à élever notre regard, à prendre un pas de recul sur les événements pour mieux les appréhender, pour mieux les comprendre, pour mieux agir. Pour paraphraser le philosophe Spinoza, notre tâche, ce n'est pas de rire, de pleurer, mais de comprendre. Puis je pense que ce qu'on doit chercher à avoir, c'est une action réfléchie plutôt qu'une réaction passive. C'est la tâche et le devoir de chaque révolutionnaire, de chacun d'entre nous. Puis pour ça, il n'y a pas de recette magique. Évidemment, ça passe par notre éducation. Je pense que c'est assez évident. Ça commence avec l'étude de la théorie. On ne peut pas avoir une approche routiniste des idées. Quand on devient trop confortable dans les choses, dans les idées, c'est sûrement le moment où c'est le temps de réfléchir. D'ailleurs, j'ai commencé à me familiariser plus avec Hegel. Puis à chaque fois que tu penses que tu arrives dans une situation confortable, c'est là où le fun commence. Puis il t'amène, en fait, à aller plus loin, à voir les contradictions puis à les dépasser. Bon, évidemment, ça requiert un petit peu de Tylenol pour passer à travers tout ça. Mais ça se fait. Je pense, le point que je veux faire avec ça, c'est que notre éducation, ça doit être actif, en fait. Il faut vraiment remettre en question nos idées préconçues, passer du temps à réfléchir. Ça demande beaucoup de travail. Puis c'est ça que je disais dans la présentation. La connaissance, c'est un processus actif. Ça s'applique au marxisme à 100%. C'est un processus long, pénible aussi. Et je pense qu'il en vaut pleinement la peine. Je vais terminer avec les mots de Marx. Il n'y a pas de voie royale vers la science. Et seuls ceux qui ne redoutent pas l'ascension fatigante de ces sentiers escarpés ont une chance d'atteindre ces sommets lumineux.